Et donc, notre premier conférencier présentateur de la journée, c'est M. Armand Gersanois. Il est ostéopathe depuis 1986, mais avant ça, il a aussi complété un bac en sciences expérimentales et un diplôme d'État de masseur kinésithérapeute. Il a travaillé en enseignement de l'ostéopathie sur les sites de Paris, de Nice et de Strasbourg du Collège Hartmann. Il a été membre du conseil pédagogique du Collège Hartmann en tant qu'enseignant pour plus de 5 ans, et ça, c'est dans la période 1987 jusqu'à 1996. Lui aussi, pas bien plus jeune que moi. Il a été directeur du site d'enseignement de Strasbourg pendant 2 ans, en 93 et en 94. Il a participé à la rédaction du Livre blanc de l'ostéopathie, qui est un document adressé au ministère, aux députés et aux sénateurs. En 1998, élu à la présidence du Registre européen des ostéopathes, fondateur de la Fédération européenne des ostéopathes, qui remplacera le REO à Bruxelles. En 2006, il a été consultant auprès de l'OMS pour la rédaction d'un dossier sur l'ostéopathie. En 2007, il a participé à la rédaction finale du document de l'OMS à Milan. Il a également, toujours la même année, été membre de la Commission nationale d'agrément des établissements dispensant une formation en ostéopathie. Et aujourd'hui, il vient vous faire une analyse du rapport de l'OSM, de l'Organisation mondiale de la santé, qui vient tout juste de sortir au mois de novembre dernier sur l'ostéopathie. Et il en a été un des 2 rédacteurs, donc il est bien armé, je pense, pour vous en parler. Il fera cette analyse-là et aussi, par la suite, il va vous parler pendant une 30aine de minutes. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions. J'invite sans plus tarder notre premier conférencier pour briser la glace, M. Armand Gersanois. Merci, n'applaudissez pas, on verra peut-être. Donc, malgré mon grand âge, je ne chausserai pas de lunettes. Vous avez compris, vous êtes très subtil. D'abord, je voudrais vous adresser mes plus vifs remerciements. J'ai toujours un grand plaisir à me retrouver parmi vous. J'ai déjà eu une invitation en 2009 pour le congrès de Montréal. Et là, j'ai vraiment quelque chose je dirais, de très profond qui me lie à vous, hein, qui me lie au Québec. Et puis, quand Jean-Luc m'a proposé de venir, j'ai tout de suite accepté, j'ai annulé force autre rendez-vous, et je suis là. Voilà, donc, que dire de l'ambiance qui règne ici? J'en suis toujours très ému. Vous êtes des vrais ostéopathes. Et puis la présentation de Jean-Luc était bien. J'ai un vieux clip comme ça dans ma cuisine où je faisais un peu de guitare. J'aurais dû l'amener. Ça aurait vraiment détendu l'atmosphère. Mais j'ai bien apprécié. Et encore une fois, tous mes hommages, parce qu'organiser un congrès est vraiment quelque chose de très difficile et très ardu. Alors, j'ai décidé ce matin de vous parler du rapport de l'OMS, parce que j'en ai été un des nombreux co-rédacteurs. Et puis, l'analyse m'a fait penser un petit peu à la recherche, et m'a fait poser beaucoup de questions sur cette recherche. Et donc, vous verrez que, ma foi, il y a des choses un petit peu particulières, et on va essayer de dégager avec vous. Alors, on peut le mettre en diaporama. Alors, vous allez être très sensible, j'ai mis des feuilles d'érable, hein. Donc, pour rester dans l'ambiance. Voilà, donc, c'est le logo de la Fédération européenne, qui, je l'espère, sera le logo des futurs chercheurs, parce qu'il représente, en fait, symboliquement, les couleurs de l'Union européenne, les étoiles de l'Union européenne, le bâton et le serpent, qui sont les attributs des gens qui s'occupent des soins, on nous l'a permis. Euros Deo, c'est European Osteopath, diplômé en ostéopathie, c'est pas docteur, comme beaucoup voudraient se l'approprier, mais nous ne sommes pas docteurs encore. Donc, c'est un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, le voici, et on l'a traduit, donc normalement c'est Benchmarks for Training in Osteopathy, et traduit, c'est les principes directeurs de formation pour la formation en ostéopathie. Qui dit formation, dit recherche. Alors, ce rapport, l'Union fédérale des ostéopathes l'a traduit avec l'autorisation de l'OMS. C'est une traduction provisoire puisque nous sommes en train de voir avec l'OMS pour finaliser une application officielle de la traduction. Donc, il sera livrable en français d'ici quelques temps.
mais en attendant, on l'a traduit. Donc, comme vous le voyez, c'est quelque chose que nous pensons être important en Europe et dans le monde. On y a travaillé depuis très longtemps, un petit peu dans l'ombre, et on n'était pas sûr que ce rapport sorte, puisqu'il y a eu bien sûr des manœuvres politiques pour qu'il soit bloqué à divers niveaux. Et donc il est finalement sorti, et donc il traduit des éléments que nous avions déjà évoqués à Milan lors d'une réunion où tous les ostéopathes étaient présents, donc les ostéopathes du vieux continent, du nouveau continent, et avec donc nos délégués. Et puis, il suit une réunion que nous avons eue au MSFEO à Genève en juin 2009, au siège de la représentation, où nous avions travaillé sur des principes directeurs avec Madame Zhang, le docteur Zhang, qui est la coordinatrice, et où déjà nous avions évoqué les possibilités de recherche. Et elle nous avait dit, on verra un petit peu plus tard. Donc, outre les préfaces, introduction d'usage qui n'apprennent rien, il y a des parties donc, principales, l'introduction, les principes de base de l'ostéopathie, la formation des praticiens en ostéopathie et la sécurité du patient. Alors, l'introduction, mais quand même, quand on analyse ce rapport, il y a beaucoup d'éléments qui sont favorables quand même à notre discipline. On parle de première école indépendante. Vous savez qu'à l'époque, déjà, Steele était en porte-à-faux avec certains médecins. Donc, le rapport reconnaît, après analyse de l'école, de la structure de l'école, qu'elle n'avait rien à voir avec la médecine qui était enseignée à l'époque. On parle de médecine ostéopathique. Alors là, c'est un terme, on emploie ça en France. Vous avez certaines professions qui se voient soudainement pousser des boutons ou se sentent pris d'une irritation passagère, puisque quand on dit médecine en France, c'est pour des médecins. Mais elle existe, et il y a les mots de diagnostic et de traitement. Vous savez qu'il y a eu des débats dans certains pays d'Europe, en France, en Italie et au Portugal, où on disait, ben oui, les ostéopathes vont être des exécuteurs, on ne leur donnera pas la possibilité de faire un diagnostic. Ce rapport établit formellement la possibilité pour nous d'établir un traitement et un diagnostic. Il y est marqué que l'ostéopathie est une profession distincte des autres professions de santé. Ça, c'est important. Et bien sûr, ce document va être un texte de référence, puisque à chaque fois que nous allions voir les ministères, on nous disait l'OMS n'a pas sorti son rapport, il y a un pré-projet, l'OMS n'a pas sorti son rapport, vous ne pouvez pas parler de profession prise en compte par l'OMS. Maintenant, c'est chose faite. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ce texte qui, quand même, va nous permettre d'avancer. Alors, on parle de philosophie. Alors là, c'est pareil, on verra tout à l'heure sur les éléments de recherche, parce que les éléments de recherche, la recherche scientifique très pragmatique et cartésienne, prévoit des éléments médicaux avec une philosophie médicale. Là, on change de philosophie, donc on devrait changer d'indicateur. Et ça, le monde de la recherche ne l'a pas encore assimilé. Unité fonctionnelle dynamique du corps humain. Hein, on ne parle pas d'une maladie, on parle d'un patient. Et tout ça, c'est dans le rapport. Le diagnostic structurel et le traitement manipulatif, l'autorégulation et les relations structure-fonction. Parce que tout ça, c'était des principes de doux rêveurs, d'ostéopathes, et là, ils sont quand même consignés dans le rapport. On parle de modèle de relation structure-fonction, le modèle structure-fonction biomécanique, structure-fonction respiratoire et circulatoire, le modèle structure-fonction neurologique, ça aussi, on nous l'avait plus ou moins interdit officiellement, et le modèle structure-fonction biopsychosocial. Le modèle structure-fonction bioénergétique aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même... c'est des choses qui ont été présentées par les ostéopathes, qu'on a présentées à Milan. On n'était pas sûr que les autorités médicales de l'OMS retiendraient ces principes. Elles les ont reconnus. La formation des praticiens, très important, parce que là, il y a eu des batailles entre les Français qui voulaient 2000 heures, les anglo-saxons qui voulaient plus, les Américains qui voulaient pas trop, parce qu'il ne faut quand même pas qu'on se rapproche trop du grade de docteur, il faut qu'on reste quand même des subalternes. Les ostéopathes, c'est des épines dans le pied de bien des programmes santé de bien des pays, je peux vous en parler. Et donc, il y a un programme de formation, il y a un contenu de la formation, il y a une méthode de formation, étudiants et enseignants, rôle et responsabilité du futur praticien, et niveau minimum requis pour entreprendre la formation. Donc ça a été consigné, alors qu'on nous avait laissé entendre, on dit, mais écoutez, on fait un packaging assez vague, on ne prend pas de notes précises, et ça, c'était le piège pour qu'on se retrouve dans un espèce de sac où on met des gens qui sont subalternes et soumis à prescription. Donc, il y a deux formations, ça on l'avait demandé. La formation de type 1, c'est-à-dire, elle est
destinés aux titulaires d'un cursus d'enseignement secondaire en plein temps sur au moins 4 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont bacheliers, maturité, enfin ça se habitue en allemand, il y a différents termes, hein. Donc des bacheliers qui sortent de l'enseignement donc secondaire et qui vont rentrer directement dans une unité d'enseignement en ostéopathie. Ça aussi, par exemple, en France, en Italie, ce sont des choses qui n'étaient pas officielles. On demandait à des praticiens ostéopathes d'être d'abord professionnels de santé. Et formation de type 2, qui est en alternance, destinée déjà aux gens qui sont médecins, kinés, sages-femmes, etc. Donc vous voyez que l'OMS a accepté le principe que nous avions présenté. Et une chose qui nous a fait plaisir, c'est que le programme de type 1 destiné aux bacheliers comporte maintenant officiellement 4200 heures. Et 4200 heures, c'est quand même déjà la porte de l'université, c'est même l'université, et ça c'est très important, on en parlera tout à l'heure, et au moins 1000 heures de pratique clinique. Et ça c'est très important, il y a des établissements en Europe qui sont en dessous, d'autres qui sont à niveau, d'autres qui sont au-dessus, mais nous on a estimé que 1000 heures était un minimum pour mettre sur le marché des gens qui se disent ostéopathes et qui ne soient pas dangereux. Ça c'est important. Et donc les heures évoquées sont des heures de contact. Alors là aussi, il y a eu des gens qui ont voulu introduire la fameuse déclaration de Bologne, qui est un dossier européen, avec ce qu'on appelle ECTS, qui est European Credit Transfer System, qui est un système né de cette déclaration de Bologne, la Sorbonne de 98 et 99. Ce crédit prévoit un packaging avec des heures de contact, des heures de pratique, des heures d'enseignement psychosocial, des heures aussi de recherche, de bibliographie de l'étudiant. Donc il s'agit d'heures de contact classiques. Et également, on peut demander à l'étudiant de rédiger une thèse et un projet. Ça aussi, les gouvernements ont dit, pas de thèse, parce que la thèse, ça rapproche d'un doctorat. Et là, l'OMS n'a pas été d'accord, a dit non, les étudiants rédigeront un mémoire de fin d'études. Et ça, c'est quand même aussi une étape importante. Donc, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a failli nous enlever, le deuxième alinéa là. Dans tous les cas de figure, la formation confère au titulaire du diplôme le titre de praticien de première intention. Si nous ne sommes pas praticiens de première intention sur des patients, comment voulez-vous accéder à de la recherche? C'eût été un frein considérable, et ça donc, on peut pratiquer, on peut recevoir les gens en première intention. Et donc, les éléments du cursus aussi sont délivrés dans le but de cibler non pas une maladie mais un patient, ce qui correspond tout à fait à notre philosophie, l'OMS l'a compris. Alors, qu'est-ce qu'on demande comme compétences de base? Ça aussi, ça va conditionner ou non la recherche. Des bases solides de l'histoire de la philosophie, de l'ostéo et de l'approche des soins. Connaissance des sciences fondamentales, ça c'est très important. On a aussi voulu nous réduire en disant, vous n'avez pas besoin de faire de l'anatomie du crâne, vous n'avez pas besoin de faire de l'anatomie des viscères. Et ça, en France, on a failli tomber dedans. Heureusement, on s'en est sorti. Après force combat. Donc toutes les structures, les facteurs vasculaires, neurologiques, lymphatiques, biomécaniques, etc., les fonctions anatomiques globales, cellulaires, biochimiques, normales et adaptatives. Tout ça, c'est consigné dans le rapport, donc on ne peut plus revenir en marche arrière, et capacité à élaborer un diagnostic différentiel ou d'exclusion appropriée et un plan de traitement. Ça, c'est très important. Ça vous confère, ça nous confère le titre et le grade de décideur à part entière. C'est ce que nous voulions. Ça n'a jamais été plus ou moins écrit dans les rapports gouvernementaux, c'est écrit dans un texte de l'OMS. Et ça, j'ai dit, je mange mon chapeau et tout le reste, si ça ne paraît pas. Je ne porte pas de chapeau, donc il n'y avait pas de problème. Alors, connaissance des mécanismes d'action, des interventions thérapeutiques manuelles et de la réaction anatomique globale, cellulaire et biochimique à la thérapie. Il faut savoir ce qu'on fait. On peut le faire, mais il faut savoir ce qu'on fait. Quel est le risque, majeur ou non? Et ça, on doit pouvoir le faire. Capacité à l'évaluation critique de la littérature scientifique et médicale. Je parle médical parce qu'ostéopathique, c'est vite fait, on le verra tout à l'heure, on a vite fait le tour. Et intégrer les informations pertinentes dans la pratique clinique. Ça aussi, c'est l'alphabet de la recherche. Si on ne sait pas faire ça, on ne peut pas accéder à la première porte de la recherche. Aptitude en matière de compétences cliniques et palpatoires nécessaires au diagnostic du dysfonctionnement des systèmes des tissus du corps, en mettant l'accent sur le diagnostic ostéopathique. Alors ça pourrait être un discours d'ostéopathe. On le dit, vous le dites tous, je le dis, mais c'est l'OMS qui le dit. Alors bien sûr, on leur a facilité le boulot, ils ont repris ce qu'on avait fait. Mais on n'était pas sûr qu'ils le reprennent. On s'est dit, ils vont l'édulcorer, ils vont l'arranger un petit peu à la sauce
plus ou moins européenne, et donc c'est resté. Donc, diagnostic ostéopathique. Alors, expertise dans le diagnostic de la technique, alors TMO, donc c'est toutes les techniques manuelles ostéopathiques, hein, dans le rapport c'est TMO, technique manuelle ostéopathique. Donc, troubles neuromusculo-squelettiques, connaissance approfondie des indications et des contre-indications relatives au traitement ostéopathique, j'ai rajouté un D, excusez-moi, connaissance de base de la médecine traditionnelle et des médecines complémentaires alternatives. Ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu s'éveiller, aller chercher, voir ce que font les autres médecines. Et ça aussi, c'est nécessaire à la recherche. Principe directeur du cursus de formation, donc connaissances élémentaires, histoire, philosophie des sciences, anatomie globale fonctionnelle, embryologie élémentaire, neuroanatomie, physiologie, etc. Physiologie du réseau neuro-immuno-endocrinien, système nerveux autonome, artériel, lymphatique, veineux, système musculo-squelettique et biomécanique et cinétique. Ça vous fait pas un grand scoop, mais c'est écrit officiellement, et pour nous, c'est très important. On peut se servir de toutes ces références. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, sciences cliniques, modèles de santé et de maladie, ça aussi, il faut connaître. Sécurité éthique, pathologie et physiopathologie élémentaire de tous les systèmes. On reprend la même chose dans un autre modèle. Génito-urinaire aussi, immunitaire, endocrinien et otorhinolaryngé, parce qu'on nous a dit le génito-urinaire, c'est pas pour vous. C'est pas une question de tabou, mais vous ne connaissez pas, vous allez faire des bêtises. Et donc, là, on l'a bien fait préciser. Diagnostic orthopédique élémentaire, bien sûr. Radiologie élémentaire, il faut savoir, l'imagerie. Nutrition, soins d'urgence élémentaire aussi. Sciences ostéopathiques, bien sûr. Philosophie, histoire de l'ostéopathie. Modèle ostéopathique d'interrelation structure-fonction. Biomécanique, clinique, physiologie du système articulaire et cinésiologie. Mécanisme d'action des techniques ostéopathiques. C'est écrit et... j'espère que je ne vous effraie pas trop, parce que vous êtes en train de prendre conscience qu'il faut connaître tout ça. Moi aussi, j'étais effrayé. Quand j'ai lu le rapport, j'étais effrayé. Je me suis dit, je vais reprendre mes études, parce que ça va être très dur. Mais bon, c'est écrit. C'est la Bible maintenant, il faut la suivre. Compétences pratiques, donc collecte et exploitation des antécédents liés à l'âge. Je peux en parler. Beaucoup plus âgé. Hein. Examen physique et clinique, diagnostic ostéopathique et diagnostic différentiel des systèmes nerveux, musculo-squelettiques, synthèse générale des données de laboratoire et d'imagerie, oui, ça aussi, on a toujours un petit pont avec la recherche, analyse et résolution des problèmes cliniques, connaissance des recherches significatives, intégration en pratique, documentation clinique et prise en charge et premiers secours. Ça peut arriver, hein. On a tous eu dans nos cabinets des gens qui tombent dans les pommes, ou qui ont des problèmes, il faut savoir... Il faut avoir des choses dans son tiroir. Donc, compétences ostéopathiques. Encore une fois, diagnostic ostéopathique, ça revient 6 fois dans l'ouvrage. Moi, je suis content. À chaque fois qu'il y a ça, je revis et voilà, mes cellules se régénèrent et j'ai plus besoin de lunettes. Et donc, diagnostic ostéopathique, technique ostéopathique directe ou trust, articulaire, muscle-énergie, ostéopathique générale, indirect, fonctionnel, strain. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Mais ce qui est bien, ce qui est quand même intéressant, c'est que le législateur et le pouvoir médical de l'OMS en ont pris compte et l'ont traduit en texte. Donc, technique combinée, relâchement. Alors, ça, c'est intéressant. Myofacial, oui, mais facial, le champ crânien et viscéral. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui vont nous en vouloir parce qu'on dit, bah non, le crânien, je prends l'exemple des textes français, certains textes italiens, certains textes espagnols, ils disent, oh, il ne faut pas toucher au crâne, parce qu'ils pensent qu'on fait du structurel crânien. Bon, c'est vrai, des fois, mais quand je fais de la boxe, mais c'est des choses que certains gouvernements ne voulaient pas voir figurer dans le rapport. Ils ne voulaient pas qu'il y ait du viscère, ils ne voulaient pas qu'il y ait du crâne. Et on a tenu bon, il y a du viscère et il y a du crâne, donc bon appétit. Et donc, technique réflexe, point réflexe, technique neuromusculaire, technique liquidienne, telle qu'il y a un drainage lymphatique ostéopathique. Il y a des gens qui font des études en Europe là-dessus, et ça peut être très intéressant. Alors, expérience clinique et pratique encadrée. Alors là aussi, on touche un terrain sensible. Pratique encadrée, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il y a de la pratique, mais alors la pratique à la maison avec un clip où on voit une manip, pour nous, ce n'est pas de la pratique. La pratique, ça veut dire une pratique effective encadrée par des praticiens qui ont un grade et qui sont capables de dispenser un enseignement pratique. Donc, le traitement manipulatif ostéopathique, composant distinct de l'ostéopathie, qui implique à la fois des compétences et des connaissances cognitives, ainsi que des compétences et des connaissances sensorimotrices.
Alors, etc. Manuel implique du temps, de la pratique. Une pratique encadrée est un élément essentiel de la formation des praticiens ostéopathes et doit être organisée dans un environnement ostéopathique adéquat. Ça veut dire on ne fait pas ça dans un hôtel, on ne fait pas ça dans des... Ben oui, je suis obligé d'en parler parce qu'il y a encore des écoles qui dispensent des formations, voilà, comme tu dis, c'est garage, c'est pas garage sale, mais c'est garage course. Et alors, encadrement clinique, enseignement de qualité, le programme comprendra, ils le redisent, un minimum de 1000 heures de pratique dirigée. C'est pas de la pratique où on vous colle à une table avec un copain et tu fais le machin, c'est dirigé, il doit y avoir un responsable de boxe qui est là et qui encadre. Et ça, c'est voilà, c'est écrit, on ne peut plus faire autrement. Alors, adaptation du programme de type 1 au programme de type 2. Donc, il y a des passerelles, on est en train de négocier des passerelles, et c'est normal qu'il y en ait, parce que certains médecins ont quand même un bagage en sciences fondamentales suffisant, et on ne leur demande pas de reprendre ce bagage, et donc, pour permettre à d'autres professionnels de santé de devenir ostéopathes confirmés. C'est le cas en Europe, hein, on a beaucoup de kinés, on a beaucoup de sages-femmes, on a beaucoup de médecins qui ne veulent pas forcément passer par les diplômes interuniversitaires nationaux, qui ne sont pas toujours des bons enseignements en ostéopathie, mais qui viennent dans les collèges chez nous. Et donc, on adapte ce programme qui varie en fonction de l'expérience. C'est sûr que pour une sage-femme ou une infirmière, ça sera peut-être plus étoffé, parce qu'il y a le crânien, il y a le viscéral et il y a l'anatomie. Donc, au final, les compétences seront les mêmes, le diplôme sera le même, et les 1000 heures seront les mêmes. Hein, s'il y a un praticien qui n'a pas eu de pratique ostéopathique, il devra suivre le même cursus. Sécurité du patient, donc les praticiens ont la responsabilité de procéder au diagnostic des patients et de les adresser à des spécialistes le cas échéant. Le diagnostic d'orientation, différentiel d'orientation, vous devez être capable, et c'est là aussi où des fois la maîtrise n'est pas toujours évidente, on a des compétences de haut niveau, mais elles sont strictement limitées. Et ça, malheureusement, je le disais encore à des confrères, on a été trop souvent soumis à poursuite, donc on pense que on est un petit peu les dieux, et donc on n'est pas des dieux. Hein, je dis toujours la différence entre Dieu et un ostéopathe, c'est que Dieu ne dit pas qu'il est ostéopathe. Donc on est un petit peu toujours, nous, enclins à ne pas céder la main, et il ne faut pas qu'on tombe dans le travers de la médecine classique, traditionnelle, qui dit je garde le patient, il faut savoir céder la main, et on ne vous en voudra jamais d'avoir adressé le patient à un spécialiste. Et on le fait tous les jours. Donc, mais pour ça, il faut un bagage, il faut reconnaître les cas où les approches et les techniques spécifiques peuvent s'avérer contre-indiquées dans des situations particulières. Alors, il y a des contre-indications. Vous avez tous entendu parler des contre-indications scélérates qu'il y a eu en France, où on nous interdit de toucher les cervicales, on nous interdit de toucher les bébés de moins de 6 mois, ce que nous ne respectons d'ailleurs pas, parce qu'on a déjà trouvé comment contourner la loi. En France, tous les ostéopathes traitent les cervicales, font les bébés de moins de 6 mois. Enfin, moi, je ne les fais plus, je les traite. Et il n'y a aucun problème. Donc, les praticiens ostéopathes considèrent qu'une contre-indication du traitement ne constitue pas un obstacle à un traitement ostéopathique sur une autre partie du corps. Je vous donne un exemple, un cancer. Il ne faut pas faire d'ostéopathie sur un cancer. Pourquoi ? Quand je demande ça à des médecins, « Ah oui, mais vous traitez... » Je dis, mais on n'a jamais dit qu'on guérissait le cancer. Le cancer entraîne toute une série d'images pathologiques, de répercussions, et on peut traiter des douleurs, on peut traiter des algies, on traite un cancéreux, mais on ne traite pas un cancer. Encore une fois, c'est encore traiter la maladie, non, c'est un patient auquel on peut amener un soulagement. Voilà. Alors, contre-indication d'une technique n'interdit pas la pertinence d'une autre. Hein. On peut faire d'autres techniques, etc. Voilà, donc risque différent de ceux des techniques indirectes. Il existe peu de publications étayant le fait que certaines techniques doivent être évitées dans des situations spécifiques. Encore une fois, pas de publication. Les ostéopathes utilisent leur connaissance de la physiopathologie, de l'état du patient et du mécanisme d'action de la technique pour établir des contre-indications absolues et relatives plausibles sur le plan biologique. Alors c'est sûr, une fracture ouverte du genou, vous n'allez pas faire une technique structurelle du ménisque, je ne pense pas. Là, ils nous prennent un peu pour des... Mais bon, il faut que ça soit écrit. Alors voilà, les contre-indications aux techniques directes, on les connaît, les états systémiques, les problèmes hémorragiques, saignements, bon, alors tout ça... mais c'était bon de le collecter, et j'ai pas mis toute la liste, hein, il y en a, vous les connaissez plus ou moins, mais je pense que quand les traductions seront faites,
on demandera à l'OMS d'adresser les rapports à toutes les associations, les instances, de manière à pouvoir quand même vous distribuer les textes. Je pense que ça serait intéressant que vous les ayez. Moi, j'en ai fait l'analyse pour vous livrer en fait les grands thèmes principaux. Donc vous voyez bien l'intégrité des os, tendons, ligaments, troubles métaboliques, métastases bien entendu, maladies rhumatoïdes, donc les techniques directes, une ostéoporose, hein, d'où l'intérêt de savoir un peu interpréter l'imagerie, hein, sur un terrain ostéoporotique. On ne va pas mettre une grosse pêche, on fera autre chose, l'ostéopénie, bon, les anévrismes, les plaies ouvertes, l'hydrocéphalie aiguë, la craniosténose qui ne figure pas là-dedans mais qui est assez rare, les douleurs abdominales non déterminées, etc., cholécystite, appendicite, traumatisme crânien fermé aigu, hernie discale aiguë, et encore que là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ils l'ont mis. J'ai déjà signalé à Mme Zhang que la Fédération européenne n'était pas d'accord, parce que dans une hernie discale aiguë, on peut quand même travailler en ostéopathie. Alors eux ont pensé tout de suite la technique. Alors on peut fixer les bases d'une intervention, mais là, je n'ai pas été d'accord avec ça. Il y a d'autres choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais bon, comme le syndrome de la queue de cheval, mais il y a des choses... allez, on va dire qu'ils ont cédé un peu de terrain aux médecins, certains médecins qui ne voulaient pas qu'on fasse tout et n'importe quoi. Contre-indication absolue technique directe, technique spécifique au niveau d'une intervention chirurgicale, bien sûr, articulaire, problème osseux. Tout ça, c'est des choses que dans votre grande sagesse, vous aviez déjà quand même fixé vous-même dans vos cabinets, mais c'était jamais écrit nulle part. Et là, c'est écrit, c'est bien. Contre-indication technique directe, donc voilà. Trust ou une impulsion hernie discale, on peut être plus ou moins d'accord. Quoique, je ne sais pas. Tension locale ligamentaire, je ne suis pas d'accord non plus, parce qu'il y a certaines techniques à dire. Traumatisme aigu au niveau de la colonne cervicale, oui, si on ne sait pas ce qu'il y a, mais voilà. Donc, contre-indication technique fluidique. Alors, il y a bon, l'hydrocéphalie, les grosses hémorragies, les malformations, péritonite, etc. Traumatisme crânien récent, bon, je ne suis pas toujours d'accord, mais bon. Contre-indication relative, maladie métastatique, cancer, traumatisme crânien fermé. Tout ça, vous le saviez. Alors, là, on arrive à la partie qui fait tousser. J'ai demandé à l'OMS, justement, en préparation de la réunion ici, et puis pour établir un petit peu maintenant des conclusions sur la recherche, je dis, est-ce que vous pouvez me donner tous les ouvrages récents? Donc, ils m'ont envoyé tous les ouvrages récents, et donc, vous voyez que le rapport, notre rapport, fait état de 16 références qui viennent pratiquement toutes des États-Unis. À titre de comparaison, alors je prends des choses que vous connaissez ou pas, le Nuat Thai, qui est du massage thaïlandais, mais pas celui que vous... le vrai, le thérapeutique, hein, pas le... Hein, voilà. Donc celui-là, il a quand même 10 références et 7 ouvrages de bibliographie, donc vous avez déjà une référence de plus. Le rapport médecine chinoise, 17 références, une de plus que nous. Le rapport Ayurveda, 10 références et 15 ouvrages, donc il y en a 25, donc 9 de plus que nous. Le rapport naturopathie, 2 références de plus que nous. Et le rapport Unanime Médecine, c'est une médecine chinoise qui est basée sur des saignées, sur certains comportements, comprend 18 ouvrages. Vous voyez qu'on est vraiment le parent pauvre. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Il faudrait que ça change. Donc je fais appel à vos compétences pour que ça change. Alors, la recherche. La recherche en ostéopathie. Alors, voilà des questions. Le niveau des ostéopathes est-il suffisant pour les amener à des travaux de recherche? 4200 heures dans 1000 heures de pratique. Suffisant ou non? Dans les autres disciplines, beaucoup de chercheurs sont titulaires d'un doctorat. Le grade. Ah, j'ai le grade de chercheur. Vous dites en France, j'ai le grade de chercheur, vous êtes ostéopathe. On ne vous met pas en prison, mais bon... on vous traite de doudingue. Donc ça, c'est très important. Il faut mener une recherche. Qui va mener ce projet de recherche? Aujourd'hui, en Europe, pratiquement aucun ostéopathe peut mener un projet de recherche à cause de l'éthique, à cause des comités d'éthique. Et ça, on verra, c'est des obstacles. Un mémoire de fin d'études, aussi passionnant soit-il, n'est pas un ouvrage de recherche. J'ai eu beaucoup de communications de gens qui m'ont dit... de directeurs de collège, ils m'ont dit, dans mon collège, j'ai Tartampion, il a fait un truc fantastique de recherche sur le diamètre des casseroles et l'ostéopathie crânienne. Je dis, mais attends, il y a quoi? C'est versus quelque chose, il y a un projet, il y a un machin, il y a un... Ah non, mais il a fait un travail de recherche. Il n'a pas fait un travail de recherche, il a fait un bon mémoire, mais ce n'est pas considéré comme de la recherche. Les gens se fourvoient sur le terme de recherche, et je ne pense pas être le seul, je pense que des gens beaucoup plus compétents que moi en recherche viendront le dire.
Moi, je n'ai fait qu'aller à la Commission européenne et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour faire de la recherche? Ils m'ont dit, voilà, il y a des bases. Donc, harmoniser notre langage. Les discussions avec d'autres praticiens révèlent des termes et des noms différents pour diverses techniques. J'ai été, il n'y a pas longtemps, invité d'une formation médicale nationale continue où il n'y avait que des médecins. Je me dis, je vais passer un mauvais quart d'heure. En fait, ça s'est très bien passé. Mais ils m'ont dit, voilà, vous, les ostéopathes, on se rend compte que ce que vous faites, c'est fantastique. C'est des choses qu'on n'arrive pas à faire. Vous le traitez avec vos mains, c'est génial. Mais alors, vous dites technique en coquille d'œuf, technique en berceau, technique en lien, technique en... On ne comprend pas ce que vous dites. Et c'est vrai on s'est enfermé dans un hermétisme que peut-être nous arrivons parfois à déchiffrer, mais qui, à mon avis, est un obstacle majeur à notre communication avec les autres praticiens. Il faudrait qu'on puisse s'harmoniser là-dessus. La reproductibilité est très difficile, c'est un obstacle majeur en recherche. Elle n'existe pas pour les produits. Pour nous, c'est un obstacle puisque la main de l'ostéopathe change. Et une technique appliquée dont certains paramètres ont été occultés se révèle quand même efficace sur un patient, alors qu'une autre exécutée à la lettre est inefficace. Ça aussi, c'est un obstacle majeur à la recherche. Comment voulez-vous quantifier ce phénomène? C'est la main de l'ostéopathe. C'est très difficile. Alors, les axes de recherche. Qu'est-ce qu'on va faire comme étude? Parce que ça aussi, des fois, il y a des gens qui se lancent dans des études, dans des recherches en ostéopathie, qui n'ont pas forcément... Alors, on m'a dit à la commission, les départements recherche ont dit, commencez modeste, essayez pas de voir le rapport entre l'immigration des fourmis et la culture du blé en Chine, faites quelque chose qui est vraiment très très centré sur votre discipline. Évaluation de l'efficacité de l'ostéopathie dans un domaine approprié, un critère précis. Est-ce qu'on veut modifier un symptôme? Chez un malade bien défini, ça aussi on traite une lombalgie, il faudrait qu'elle soit dans un domaine et avec des critères précis. Ensuite, l'étude descriptive préliminaire. Il faut rassembler les données descriptives, préparer un rationnel, définir le critère principal d'efficacité. Quel est-il? Est-ce qu'on a minoré la douleur? Est-ce qu'on a minoré certains symptômes secondaires? Est-ce que l'amélioration du patient se fait sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 3, 1 à 5? Tout ça, c'est des choses qu'il faudrait quantifier, définir les critères d'inclusion-d'exclusion. Qu'est-ce qu'on va faire, pas faire? D'inclusion-d'exclusion du groupe témoin. Déterminer les possibilités et les modalités de randomisation, déterminer les modalités d'organisation d'un double, voire d'un triple insu. Alors là, ça me semble vraiment très, très folklorique parce que l'insu, il est, je pense que Jean-Pierre, tu seras d'accord avec moi, c'est très difficile à réaliser et je ne sais pas si cet item-là, il est à conserver ou pas. Poser une hypothèse sur les bénéfices attendus, calculer la taille de l'échantillon nécessaire, déposer un dossier d'études cliniques auprès d'un organisme ou d'organismes spécialisés. Alors, je prends l'exemple français, il y a un comité d'éthique, quand vous dites « ouais, je vais faire un truc », ah non, attendez, on va réunir le comité d'éthique, ah c'est un ostéopathe, il n'est pas médecin, pof, et la recherche, elle s'arrête avant même d'avoir commencé. Ensuite, il faut procéder à un étiquetage, le nom de l'étude, nom générique, nom de l'étude préliminaire, étude préparatoire d'un essai clinique comparatif, le groupe de travail, qui sera dans le groupe de travail, les méthodes, collecter les données existantes en milieu hospitalier ou autre, analyse descriptive des données, analyse de la littérature, consultation d'experts autres que des ostéopathes, parce qu'on ne sait pas tout faire, un échéancier qui sera déterminé en fonction des contraintes, et puis voilà, donc j'ai fait une recherche sur la recherche en ostéopathie, et j'ai vu que voilà, on a un peu de mal, donc des chercheurs j'en trouve, mais des trouveurs j'en cherche. J'espère que, ma foi, plus tard, ici, certains visages que je vois ici inspirés, me semble, dans ce lieu, par une ostéopathie créative, seront à même d'être chercheurs. Et je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et encore une fois, merci de votre accueil. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai été... Voilà, s'il y a des... Alors, je peux également répondre à des questions d'ordre politique, recettes de cuisine, si vous voulez. État de l'ostéopathie en Europe, législation, modalités d'exercice, la Fédération européenne,
le Conseil européen des professions libérales, enfin je peux dans la limite de mes compétences répondre à des questions qui vous peut-être non. Tout le monde a dormi? Pardon. Ouais, Yves. Merci. À ton avis, comment se fait-il qu'une organisation apparemment aussi sérieuse et prestigieuse que l'OMS soit rentrée dans une telle contradiction, à savoir finalement rendre un rapport extrêmement ouvert et très positif finalement pour l'ostéopathie, avec un si faible nombre de publications en référence? Alors c'est là où on a été très fort. Je ne dis pas qu'on a été manipulateur, mais presque. On a été très fort parce qu'on a quand même pu faire entendre à Mme Zhang que malgré la recherche pauvre, justement sur ces critères de travail et de philosophie différentes, que les ouvrages étaient quand même conducteurs sur une philosophie médicale globale. Et que nous, il fallait instaurer une philosophie ostéopathique et des ratios ostéopathiques pour cette littérature. Et elle m'a dit, ok, donc ils ont pris en compte les trucs classiques, Sutherland, Steele, ou décrit qu'il y a d'autres techniques, etc. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres techniques, c'est pas de la vraie recherche. C'est pas de la vraie recherche, et on a beaucoup de chance parce qu'avec une recherche pauvre, on a réussi à avoir ça. Rendez-vous compte, on n'a aucun résultat sur des recherches effectives. On est consultant de première intention, on peut mener un diagnostic, on peut traiter dans des champs. Ça va finalement de la tête aux pieds. Et on n'a pas de recherche. Moi, je trouve que c'est magnifique. On a vraiment accompli un tour de force qui doit être un des seuls. Hein. Je pense qu'on a pu convaincre Mme Zhang. Hein. Elle était très gentille. C'est une dame avec qui on a discuté. Et le fait d'être enfermés tous ensemble pendant presque 3 jours et de travailler dessus a permis de mieux connaître. Et elle a mieux connu les ostéopathes, la manière de travailler. Je pense que ça a une incidence. Donc c'est la raison pour laquelle... Et il faut qu'on profite de cet acquis. Il faut qu'on profite de cet acquis pour combler le vide. Moi, je crois que c'est un appel que je vous lance à tous. Je le ferai à Bruxelles la semaine prochaine lors de l'Assemblée générale de février. Je lance un appel à tout le monde, à tous les ostéopathes mondiaux, référence à ton clip, hein, faire la même chanson, le même air, ensemble, et puis qu'on étoffe ce rapport avec un département recherche. Je compte sur vous. Oui, je crois qu'il y avait une question là-bas. Oui, oui. Oui. Si, bien sûr. Si. Oui, bah bien sûr, puisque je me suis même attardé dessus en disant c'est une victoire qu'on a remportée. On parle de viscères. Non, mais c'est supposé. Parce que quand on parle du système, par exemple, osseux, le crâne est compris dedans. Oui. Non, parce qu'on a eu des opposants. On a eu beaucoup de médecins autour de la table. On a eu des médecins qui étaient tout à fait favorables. Hein, je leur rends hommage parce que c'est quand même... Il faut se mettre quand même dans la peau d'un médecin. Moi, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus humbles que nous. Ils ont admis, ils ont dit oui, on ne connaît pas. Mais il y en a d'autres qui ont dit non. Non, le crâne, les viscères, c'est pas pour vous. On ne voit pas ce que vous faites sur des viscères, donc on vous interdit. Parce qu'on a tous pu s'exprimer. Et lors du tour de table final, il y a des médecins qui ont dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Heureusement, nous nous étions réunis la veille avec tous les ostéopathes pour déterminer un axe, c'est-à-dire on disait on ne cède pas en dessous des 4200 heures, on ne cède pas sur le viscéral et le crânien, et donc on s'est tous mis d'accord. Hein, il y avait des gens d'un peu partout, de la BSO, de France, d'Italie, etc. Et on a tenu bon. Là, on a réussi à créer l'union. Donc on a gardé ces termes-là. Oui. Les Américains de ça, parce que ça ne parle pas du tout du modèle américain d'ostéopathe, docteur en ostéopathie. Non. Ils sont quand même assez nombreux. Est-ce qu'ils pourraient réussir à faire modifier des choses ou la vision des choses de l'OMS? On a eu Jane Carrero, qu'on connaît bien. On a eu la chance d'avoir Jane Carrero qui a participé aux travaux. Et je crois comme elle est ostéopathe et elle comprend très bien ce qu'on fait. Elle ne s'est pas du tout opposée au rapport. Elle a dit, mais oui, il faut qu'on admette que les ostéopathes puissent voir des patients en première intention. Il faut qu'on admette qu'ils soient des praticiens à part entière. Et on lui a dit qu'il y a une tradition en Europe et même dans d'autres pays qui fait que les ostéopathes sont des praticiens à part entière. Donc,
Personnellement, moi, je me serais levé, je serais parti si on n'avait pas pu évoquer ça, parce que je ne me serais plus reconnu dans un rapport édulcoré. Donc les Américains ont adopté. Moi, je me rends tous les ans à l'American Academy of Osteopathie pour participer à des réunions dans les jurys. Personne ne conteste le fait que on travaille au Canada comme en Europe sur une véritable ostéopathie. On reçoit des stagiaires qui viennent travailler dans nos cabinets, qui sont très étonnés de la qualité de l'ostéopathie européenne, et qui disent, bah oui, vous êtes de vrais ostéopathes, parce que vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Il y en a certains, ils font un trigger injection avec une aiguille de 30 cm. C'est très agréable, on entend le patient hurler. Ils donnent des médicaments, et puis ils font une petite manip. Alors que nous, ben, on a les ostéopathes qui viennent chez nous en stage, ils sont toujours étonnés de voir que du matin au soir, on fait que du travail avec nos mains. Donc ça, mais non, je pense pas. L'obstacle vient pas de là. Il y avait une autre question, oui. Est-ce que ce rapport sera le préambule d'une uniformisation des écoles? On l'espère. Parce qu'actuellement, vous savez qu'on on s'est beaucoup battu. Il y a l'exemple britannique. Alors, Jonathan ne contredira pas, je pense que c'est 4000 heures, à peu près, hein, globalement, BSO, ils sont à 4000 heures. Donc, les Britanniques sont à ce niveau-là. En France, on est entre 4 et 5000 dans les écoles que moi j'estime être sérieuses. Je dirais qu'il y en a entre 15 et 20 en France, hein, à peu près, qui ont un niveau correct, qui sont à ce niveau-là. Malgré la législation française qui prévoit 2660 heures, les collèges ne suivent pas. Alors, c'est très paradoxal, c'est très cocasse en France, un peu du vaudeville. On a un texte de loi qui dit, vous ne devez pas faire, c'est 2660 heures, mais c'est 2660 heures au moins. Ça veut dire que si on fait plus, on n'est pas poursuivi. Donc c'est peut-être une petite porte, un petit trou de souris que les législateurs ont laissé ouverte. Et donc tous les collèges en France, ils sont entre 4... Allez, les collèges sérieux, hein, ils sont entre 4 et 5000. Donc, moi personnellement, les collèges où je vais, parce que je vais par surprise dans les collèges. Je fais partie d'une commission nationale et je vais de temps en temps comme ça. Les collèges que je soupçonne d'être un peu... et en général, c'est bien fait. Il y a des cliniques, il y a des cours. On risque de rester longtemps entre la loi et l'application de la loi. Ouais, mais ça ne gêne pas si on peut travailler. Une loi floue est des fois meilleure qu'un mauvais décret. Donc je me méfie des décrets d'application, parce que souvent le législateur nous accorde des droits qui sont après réduits par les décrets d'application. Ça, en droit, il faut bien connaître les balances entre décret et loi. Souvent, c'est les gens, ah, j'ai un décret, oui, mais regarde ton décret, il t'est pas ci, t'es pas ça, tu peux pas faire ça. Donc, méfiance. Oui. Est-ce qu'il existe un réseau, justement, pour mettre en relation tous les chercheurs potentiels en ostéopathie? Ben, ça y est, il est créé, tu en es là. C'est ça qui fonctionne en fait, dans les autres de recherche. Je suis tout à fait d'accord. À ma connaissance, je ne sais pas s'il existe, mais à ma connaissance, je ne crois pas. C'est une idée. Ça permettrait d'uniformiser les items de recherche. D'avoir accès au domaine d'intérêt voilà. de chacun des... Ça n'existe pas. La profession est jeune, donc pour le moment, mais c'est une idée. Oui. Est-ce qu'il y a une commission qui a commencé à travailler ou qui va travailler pour une reconnaissance mutuelle entre les diplômes européens et celui qui est... Ah, alors ça, je peux vous en parler. Alors, la Commission européenne a mis en place 2 directives, une directive service et une directive reconnaissance des qualifications professionnelles. Nous adhérons au programme parce que la Fédération européenne est membre du Conseil européen des professions libérales qui travaille auprès du Comité économique et social européen sur les reconnaissances professionnelles. Donc nous avons 2 dossiers importants, 2 dossiers majeurs, auxquels nous participons, et nous avons déjà rédigé des valeurs communes aux professions libérales avec ces organismes qui ont été transmis à la Commission. Donc oui, ça existe officiellement, nous y participons officiellement, et je participe des fois, je suis invité en tant que président de la Fédération à des groupes de travail à Bruxelles ou à Strasbourg sur les qualifications professionnelles. Et alors nous avons créé le logo que nous avons créé, donc, que vous voyez dans le coin là, est un logo qui a été reconnu. Donc nous avons ce logo. La certification officielle nous est parvenue. C'est un logo qui est reconnu par l'Office du marché intérieur de l'Union européenne.
Donc, on nous accorde ce logo qui est un signe de reconnaissance et qui sera un signe de reconnaissance pour la qualification, pour les qualifications professionnelles futures en ostéopathie. Donc, c'est pratiquement bien engagé. Alors, le Québec ne fait pas partie de l'Union européenne, mais par contre, on a constitué un axe, puisque vous savez que vos dirigeants viendront le 21 février à Bruxelles. Je pense que Jean-Luc et Isabelle seront là, certainement, en tant que représentants officiels du Québec, puisque nous avons admis dans nos statuts qu'on peut créer des axes Europe, reste du monde, et en particulier Amérique du Nord, et ça fait 2-3 ans. Et nous étudions actuellement avec le marché intérieur la possibilité pour les ostéopathes du Québec d'utiliser le label. Et nous pouvons vous le donner puisqu'on l'a déjà écrit officiellement. Donc la Fédération européenne vous donne ce label. Attention, pour des ostéopathes à part entière, hein, j'entends bien. Pour des professionnels à part entière, il y aura une traçabilité puisqu'on va faire un site qui s'appelle la Osteo ID Check où on va contrôler la traçabilité dans les limites bien sûr du droit et de la bienséance, la traçabilité de votre diplôme et de votre travail. Et donc, vous pourrez utiliser ça. Et il y a des axes de travail qui sont quand même bien engagés sur ce logo, sur des cartes professionnelles, sur le statut, parce que bon, on va dire qu'au Québec, l'enseignement est très comparable à ce qui se fait en Europe, la pratique est très comparable. Hein. Il n'y a pas de grosse différence. Oui ? Oui. Alors ça, c'est vous qui allez, c'est vous, nous ne faisons pas d'ingérence, vous allez nous dire, nous vous soumettons une liste que nous avons, qui est une liste de professionnels. Est-ce que nous demandons pour ces professionnels une labellisation? Est-ce que vous pouvez nous... Oui, bien sûr. Ben nous, on va... Mais par contre, le site Osteo ID Check, il y aura chaque pays, il y aura le Canada, la France, l'Italie, etc. Et vous gérerez ce site-là, vous nous transmettrez les informations et nous, on le mettra sur le site de la fédération. Voilà, d'autres questions? Le rapport de l'OMS? Oui, il est en ligne et la traduction sera disponible. La direction de l'OMS va nous appeler dès qu'elle sera disponible. On le transmettra à vos dirigeants ou alors on vous donnera le site et vous pourrez le consulter. Oui, oui. En anglais, il est public, il est sur le site de l'OMS. Hein, si vous tapez, je crois, benchmarks for training in osteopathy, normalement, il doit apparaître. Ouais. Voilà. Bah écoutez, merci encore à vous.